Est-ce que vous avez déjà eu un vague souvenir d'un vieux dessin animé, d'une émission ou alors d'un film que vous avez vu il y a plusieurs années? Vous avez beau essayer de le chercher, parfois pendant plusieurs heures, mais vous trouvez toujours rien. Eh ben, peut-être que votre œuvre en question est devenue ce qu'on appelle un lost media. En gros, c'est une œuvre qui a existé, mais qui a disparu, et souvent à cause d'une raison suspecte, voire tragique. Des lost media, il y en a des milliers. Et aujourd'hui, j'en ai choisi 7 qui, eux, cachent une histoire vraiment glauque. Est-ce que vous connaissez l'émission The Moment of Truth? Alors de nom, probablement pas. Mais si je vous montre des images, peut-être vous allez la reconnaître. C'était une émission de télé américaine diffusée sur la chaîne Fox entre 2008 et 2009. Le concept était plutôt simple. Les candidats devaient répondre à une série de 21 questions, avec une somme d'argent qui augmentait à chaque palier. Et pour divertir encore plus, l'émission a ajouté un détecteur de mensonges. Si l'individu répond honnêtement, alors la cagnotte augmente. En revanche, il suffit d'un mensonge, d'une hésitation qui dure trop longtemps, et tout était perdu. Mais alors, des questions de quoi exactement? Eh ben, c'est des questions plutôt personnelles et gênantes, mais vraiment gênantes. D'autant plus que la personne avait en face d'elle sa famille, des amis ou même son partenaire. Tout ça donnait donc lieu à des situations vraiment désagréables à regarder, avec des épisodes qui ont marqué les esprits. Et il y en a un en particulier qui va nous intéresser. On est en 2009 et l'épisode 9 de la saison 2 va être publié. On n'a pas la date exacte du moment où il était diffusé, mais aujourd'hui il est complètement perdu. Dans cet épisode, la personne interrogée s'appelait Melanie Williams. Elle a vécu toute son enfance dans une communauté polygame. Et cette femme y a vécu des choses vraiment sombres. Seule la bande-annonce et quelques petits fragments de l'épisode ont été retrouvés, ça témoigne déjà du côté dérangeant que devait avoir l'épisode. À part ces très courts extraits qui ont été retrouvés par un utilisateur Reddit inconnu, tout le reste de l'épisode est perdu à jamais. Aucune backup de l'émission n'existe pour cet épisode. Et pourtant, ce n'est pas la dernière fois que Melanie va apparaître dans l'émission, car elle va être de nouveau présente dans l'épisode suivant. Et cette fois-ci, on a les archives. Si elle apparaît dans cet épisode, ça veut dire qu'elle a été honnête tout le long de l'épisode précédent. La dernière question à 500 000 $ a été posée dans cette suite, avec une ambiance très troublante. Do you believe your father, as an adult, has ever had sexual relations with a minor? Yes. That answer is true. Voilà le genre de questions qui ont été posées pendant tout un épisode. Mais là, dans le numéro 10, c'est des accusations de pédophilie que Melanie reproche à son père. On va donc lui demander d'expliquer la situation, ce qu'il va faire. Let's hear what John feels of that. Gosh, I'm not sure when I did this I knew what a minor was. That was a long time ago. Okay. Wife number 2 was 17. Je crois qu'on va devoir expliquer cette réaction, parce que elle n'est vraiment pas normale. En 2011, Melanie va créer un article de blog. Elle explique que la famille avec qui son père aurait eu des relations n'avait pas 17 ans comme il l'affirmait, mais 14 en réalité. L'extrait où elle en parle montre le côté très dérangeant de la communauté dans laquelle elle vivait. J'écris ce blog pour expliquer pourquoi j'ai choisi de participer à l'horrible émission The Moment of Truth. J'ai grandi dans une communauté polygame secrète et très fermée. Les femmes n'étaient pas autorisées à s'exprimer et à dire la vérité. Car si on le faisait, on nous traitait de traîtresses qui mourraient en enfer. Ils croient que ces pratiques sont justifiées car Abraham avait dans la Bible plus d'une femme et il était un grand homme de Dieu. Je voulais passer au détecteur de mensonges afin d'être une voix pour les jeunes filles qui subissent le mariage forcé. Mon père a menti dans l'émission à propos de sa 4e femme, Joy, qui avait 14 ans lorsqu'on lui a demandé d'épouser mon père. Laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché avec une note impressionnante sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes ont mis la note d'excellent, c'est pourquoi j'aimerais vous en dire plus. Alors déjà, un VPN, c'est juste essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Et si vous pensez que vous êtes déjà en sécurité car vous êtes en navigation privée, détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne et le mode navigation privée n'est en réalité qu'une
fausse impression de confidentialité. Pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez besoin du VPN de CyberGhost. Il vous suffit de l'activer avant de naviguer et le tour est joué. Il va crypter puis rediriger à 100% votre trafic via leur serveur sécurisé. Et comme ça, personne ne saura rien de votre activité en ligne. Il n'y a pas plus simple. Et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. D'ailleurs, en changeant la localisation avec CyberGhost, vous pouvez débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, Amazon Prime et j'en passe. C'est juste génial. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous, ce qui vous permet de rester anonyme 24 heures sur 24. Comme cela couvre de nombreux appareils, vous pouvez facilement partager votre abonnement avec vos amis et votre famille. En plus, CyberGhost ne conserve pas vos données. Eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites en ligne. Donc si vous voulez être anonyme à 100% et dégager tous les regards indiscrets, alors pourquoi attendre plus longtemps? En suivant le lien dans la description, vous profitez d'une réduction de 83% et recevez également 4 mois gratuits. CyberGhost a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc il y a vraiment zéro risque, tout est clean. Utilisez le lien dans la description pour télécharger CyberGhost VPN et commencer à sécuriser votre vie numérique dès maintenant. Ce que vous voyez actuellement à l'écran sont des images d'Auto-Trine, une ancienne mascotte de télévision estonienne. Vers le milieu des années 90, Otto était très populaire dans le pays. Tous les enfants le connaissaient, c'était une vraie célébrité. Mais un jour, dans des circonstances bizarres, tous les épisodes de l'émission vont être supprimés. L'émission est née de la collaboration entre la chaîne de télévision TV3 et l'artiste Véno Lozar. On suivait donc les aventures de cette mascotte en forme de dinosaure qui donnera son nom à l'émission Auto-Trine. Avec le peu d'images qu'il nous reste, on comprend que Otto ressemblait beaucoup à Sesame Street, avec le côté éducatif et des jeux télévisés. En Estonie, Auto-Trine était un phénomène. Il était présent partout, même dans les publicités. Il avait ses propres cassettes de musique ou encore sa marque de chocolat. Tout allait pour le mieux, et il devait même avoir une nouvelle saison grâce au succès de la dernière. Sauf qu'il n'y aura pas de nouvelle saison d'Auto-Trine, à cause de son deuxième créateur que je ne vous ai pas encore présenté, Tonu Pavo. La veille de Noël 1997, Tonu est en train de conduire sur l'autoroute vers 18 h. Et soudainement, pour des raisons inconnues, il fait brusquement demi-tour et provoque un accident avec une autre voiture. Cette nuit-là, 2 personnes auront perdu la vie, le conducteur de l'autre voiture et celle d'un enfant de 5 ans. Cet événement dramatique va marquer la controverse sur la chaîne TV3 et donc l'arrêt d'Auto-Trine. Ils vont en plus de cela effacer toute trace de l'émission et refuser d'en parler pendant des années. Après tout ça, le premier créateur, Véno, va créer une nouvelle émission avec un nouveau personnage et jouera dedans l'acolyte de la mascotte. Contrairement à Auto-Trine, l'émission n'a pas très bien marché, mais elle aura quand même duré 7 saisons de 1998 à 2001. Mais le pire n'est pas encore arrivé. À l'occasion des 20 ans de TV3, la chaîne va organiser un best-of qui rassemblait des extraits d'anciennes émissions présentes au début de la chaîne. Et parmi toutes ces émissions, on avait bien sûr Auto-Trine. Des extraits d'épisodes, des séquences spéciales, et même un épisode entier avait été préparé pour l'occasion. TV3 semblait enfin assumer l'existence de l'émission, et commençait petit à petit à remettre des rediffusions. La chaîne commençait enfin à se remettre de l'accident tragique qu'avait causé le deuxième créateur, Tonu. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. En 2019, le créateur principal d'Auto-Trine va être accusé de quelque chose de grave. Il va être inculpé de pédophilie et viol sur un mineur de moins de 10 ans. Après une inspection de son domicile, la police va retrouver un disque dur externe avec un total de 19 images et 4 vidéos de contenu pédographique. Il ne prendra que 5 ans de prison avec sursis et aujourd'hui il est en totale liberté. L'homme qui a marqué les esprits de dizaines de milliers d'enfants estoniens, qui a travaillé toute sa vie avec des enfants, était en vérité un prédateur depuis le début. Cet événement mettra définitivement fin au rétablissement que pouvait avoir l'émission. Elle va être de nouveau effacée et cette fois-ci pour de bon. Auto-Trine est aujourd'hui connue pour être l'une des émissions pour enfants à l'histoire la plus sombre, avec ses 2 créateurs qui s'avéraient être des criminels, un meurtrier et un pédophile. La recherche des épisodes de l'émission est toujours en cours, et comme TV3 avait publié en 2016 des parties d'épisodes, il est probable qu'au fin fond de leurs archives, l'émission soit encore là. Pourtant, au vu de l'histoire morbide que cache Auto-Trine, la recherche de ces épisodes n'est peut-être pas une bonne chose.
Cette histoire commence sur Craigslist. Ce site n'est pas du tout connu en France, mais aux États-Unis et au Canada, il est assez célèbre. Célèbre pour de mauvaises raisons, car ce site de petites annonces regorgeait de prostituées. Le 2 juillet 2014, une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Brooke se rend sur le site et y poste une annonce. J'ai besoin de 50 $ à 15h30 aujourd'hui. Je peux vous rembourser plus tard ce soir, mais j'ai besoin d'essence rapidement. Tout le monde a la bronchite chez moi et je ne veux pas tomber malade. Je suis enceinte de 8 mois et mes poumons sont déjà assez encombrés. Si vous pouviez nous aider, ma fille et moi, on l'apprécierait grandement. 10 jours plus tard, un homme sous le nom de Mike Hard envoie un message à Brooke. Il ne répond pas à l'annonce qu'on vient de lire, mais à des anciennes qu'elle avait postées avant. Dans ces annonces, la jeune femme proposait de l'argent contre des relations intimes. Il s'avère que c'était son petit ami de l'époque, Charles Openyear, qui l'incitait à faire ces annonces, alors même qu'elle était enceinte de lui. En plus de ça, il l'accompagnait à ses rendez-vous. Brooke va donc répondre au message de Mike. Et après plusieurs échanges et quelques négociations, ils décident de se rencontrer le soir même à Jason Park dans le Wyoming. Ils s'attendaient à un échange habituel et Brooke ne méfie pas spécialement Mike. Mais lorsqu'il arrive, tout va pourtant dégénérer très vite. Mike attrape Brooke et la met dans sa voiture. Ensuite, il part s'occuper de Charles. Les deux hommes vont se battre et Mike va réussir à le tuer. Il le décapite puis cache le corps. Il n'y a aucun témoin sur la scène de crime. Mike monte ensuite dans sa voiture, toujours avec Brooke dans son coffre, mais aussi la tête de son défunt petit ami. La police va commencer des recherches peu de temps après, car ils ont remarqué que la voiture de Charles n'avait pas bougé depuis plusieurs jours. Ils préviennent les proches de l'homme, mais ils n'ont aucune information. 5 jours après l'événement, ils commencent les recherches dans le parc. La police tombe sur le corps sans tête de Charles, ce qui mène au début des recherches de son ancienne copine Brooke. Après avoir obtenu un mandat de perquisition du domicile de Brooke, il retrouve dans l'ordinateur les discussions avec Mike et commence lentement à remonter la trace du meurtrier. Alors déjà, l'homme que le couple avait contacté ne s'appelait pas Mike, mais plutôt Brady. Le problème, c'est que la police n'arrive pas tout de suite à obtenir un mandat de perquisition, ce qui va les forcer à attendre. Sauf que la nuit du même jour, Brady est vu en train de monter dans sa voiture et de prendre la route. La police va donc le prendre en chasse. Mais après une longue course-poursuite, la voiture de Brady est retrouvée écrasée contre un côté de la route. Brady va être retrouvé mort à l'intérieur de la voiture. Et dans le coffre, on a aussi Brooke, qui est également décédée avec sa fille qui devait naître dans peu de temps. Quelques heures après, les policiers obtiennent le mandat de perquisition et vont fouiller la maison de l'homme. Ce qu'ils retrouvent à l'intérieur est juste terrifiant. Sa maison était remplie de caméras, ce qui lui permettait de documenter toutes ses actions. Il existe donc des vidéos de la torture qu'a fait subir Brady à Brooke. La police a déclaré qu'ils publieront jamais les images car, je cite, « elles sortent tout droit d'un cauchemar ». Cette histoire est une piqûre de rappel violente sur la dangerosité des applications de rencontres, où malgré toutes les sécurités mises en place, on peut pas savoir à qui on a affaire jusqu'à ce qu'on rencontre la personne pour de vrai. On sait que la nature peut elle aussi être cruelle. Mais je pense que vous ne l'avez jamais vue de si près. 31 mai 2013, les alarmes retentissent en Oklahoma. Dans ces endroits, les tornades sont assez fréquentes. Les gens y sont plus ou moins habitués et savent comment réagir. Mais aujourd'hui, c'est encore différent. Mais vraiment différent. Ce qui se profile à l'horizon est une tornade à vortex multiples. Quelque chose d'exceptionnel, que les météorologues n'ont que très rarement vu. Vers 18 h, c'est là qu'on va voir le monstre apparaître. La tornade est déjà énorme, mais elle va continuer à prendre en taille au fil du temps. Elle devient plus forte, plus violente, et ça de minute en minute. Heureusement pour les habitants, elle est à plus de 10 km de la ville, El Reno. C'est un énorme soulagement pour la population. Mais vous savez, pour chaque chose qui existe dans le monde, il y aura forcément des accros ou des spécialistes dans le domaine. Des spécialistes qui fouilleront d'un peu plus près, toujours curieux, et les tornades n'en font pas l'exception. Twistex était un groupe de chasseurs de tornades fondé au milieu des années 2000.
Le groupe était réputé dans le milieu des chasseurs de tornades et ils étaient l'une des équipes vedettes de l'émission Storm Chasers sur Discovery Channel. Twistex était dirigé par Tim Samaras et avec 9 autres scientifiques, le groupe documentait et analysait les tornades, tout ça dans le but de pouvoir mieux les comprendre et donc de les prévenir. Le soir même de la tornade, Tim Samaras, son fils Paul et un météorologue appelé Carl Jung se sont préparés dans l'idée de placer un drone météorologique. Leur but était de récupérer des données sur la super tornade. Ils sont partis avec prudence, comme d'habitude, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils s'apprêtaient à rencontrer. Ils partaient pour chasser une tornade classique, mais ils vont bien vite se retrouver face à un monstre de la nature. Au fil du temps, la tornade grossit. Son tourbillon devient plus rapide, et c'est là qu'elle va atteindre la taille fatidique de 4000 mètres de diamètre. C'est colossal pour une tornade. Et ça fait celle d'El Reno la plus grande jamais enregistrée dans l'histoire. L'équipe Twistex réalise vite le problème que ça pose, mais ils décident de continuer quand même et commencent à planifier le départ de leur drone météorologique. Ils se rapprochent donc de la tornade avec prudence comme ils l'auraient fait normalement, sauf qu'on n'a pas affaire à une tornade normale. Le groupe se fait surprendre, le monstre change d'un coup de direction et il se dirige tout droit vers eux. Et en plus de ça, ils avaient mal évalué la taille de la tornade, car elle était enveloppée de pluie, mais surtout car sa taille a doublé en moins d'1 minute. Ils vont tout faire pour essayer de s'en sortir, mais très vite, ils vont se faire rattraper. Ce que vous voyez actuellement est une vue secondaire de l'événement, disponible sur YouTube. Avec ce point de vue, on peut voir les derniers instants de l'équipe Twistex juste avant qu'ils ne soient emportés. Et comme vous allez le voir dans la séquence suivante, l'atmosphère dans la voiture où était filmé ce point de vue était plutôt légère. Oh, nice. Got this back. Take a right. Yeah. Right on 81. Après ça, la voiture va faire demi-tour et dans les 2 minutes suivantes, le groupe Twistex va perdre la vie. 2 jours plus tard, les corps de Carl et Paul vont être retrouvés. Ils avaient été éjectés du véhicule, et peu de temps après, leur voiture a été retrouvée. Une Chevrolet Cobalt complètement détruite, et malheureusement, il y avait le corps de Tim à l'intérieur. La police va ensuite faire des recherches et va trouver des affaires qui appartenaient aux hommes. Parmi toutes ces affaires, il y avait une caméra, celle du météorologue Carl Jung, et étonnamment, elle fonctionnait encore. Ce qui veut dire qu'elle a enregistré les derniers instants du groupe. Depuis ces jours, seule une poignée de personnes ont eu accès à cette vidéo, et aujourd'hui, elle est gardée par les autorités. On sait par contre ce que contient réellement cet enregistrement grâce au témoignage d'un ami de Carl, Gabe Garfield. Il décrit à l'intérieur le dernier dialogue entre les membres du groupe qui, selon ses dires, lui ont glacé le sang. L'air est étrangement calme. En fait, je crois qu'on est dans une mauvaise passe et qu'on va mourir. La vidéo originale n'a jamais été rendue publique, et les autorités n'ont pas prévu de le faire. La tornade d'El Reno était une abomination qu'on n'avait jamais vue avant. On enregistrait des vitesses de vent de 480 km/h, ce qui la met à égalité avec une autre tornade pour les vitesses enregistrées les plus élevées sur Terre. Ça lui fait 2 records, mais en vérité, elle en a un 3e bien plus morbide. Pendant des décennies, pas un seul chasseur de tornades n'a perdu la vie durant son travail, qui est pourtant très dangereux. La tornade a tué 9 chasseurs de tempête au total. Oui, on est passé de 0 à 9 avec une seule tornade. Tout ça pour dire que c'était vraiment un manque de chance pour les 3 hommes, car ce n'était absolument pas un manque de prudence. Ce genre de phénomène est malgré tout fascinant. Il nous remet à notre place de simple humain qui reste impuissant face à la force de la nature. Siegfried et Roy étaient un duo allemand qui faisait des spectacles en direct. On avait des acrobaties, de la magie ou encore des cascades avec des animaux. Ils étaient très polyvalents. Le duo était justement populaire et sortait du lot grâce à leur tour audacieux avec des animaux sauvages, comme des lions ou des tigres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux sont très difficilement apprivoisables. Et même avec un dressage parfait, ils restent avant tout des bêtes sauvages. C'est des bêtes sauvages, donc elles peuvent faire aussi des choses, inattendues. L'histoire de la rencontre entre ces 2 hommes va commencer sur un bateau de croisière où Siegfried faisait son spectacle. Il va inviter Roy pour l'aider dans sa performance comme il est commun de le faire pour ce genre de tour. Le clou du spectacle, c'est l'apparition d'un guépard dans une boîte, ce qui va mener au licenciement des 2 hommes pour avoir utilisé sans autorisation un animal sauvage.
C'est depuis ces spectacles déroutants que va commencer la carrière des deux hommes. En 1960, ils vont décrocher une opportunité d'emploi sur un autre bateau de croisière de New York. C'est ce premier gros spectacle qui va propulser le duo, ce qui va leur permettre de gagner en popularité. Au fil du temps, ils vont arriver à devenir de plus en plus célèbres. C'était un duo très respecté dans leur milieu. Leur cascade était innovante et impressionnante. Le point culminant de leur carrière va être en 2003. C'est là qu'ils vont décrocher un spectacle à Las Vegas devant un public gigantesque. Mais malheureusement, cette performance, elle restera dans les mémoires comme une pure tragédie. Au début, tout se passait normalement. Tour après tour, le duo faisait monter la pression dans le public. Sauf qu'à un moment, un des tigres s'est brusquement mis à attaquer Roy. Il l'a plaqué au sol, a commencé à lui déchiqueter le cou, puis l'a entraîné en dehors de la scène de spectacle. Tout ça s'est déroulé sous les yeux traumatisés du public. L'événement a créé la panique, et tout le monde s'est mis à courir vers les issues de secours. Heureusement pour Roy, un homme va ramasser un extincteur puis asperger le tigre, ce qui va stopper l'attaque. Pendant que Roy baignait dans son propre sang, les spectateurs ont au plus vite appelé les urgences. Roy va survivre à l'attaque, mais il aura des séquelles à vie. Ses capacités verbales et motrices sont quasiment paralysées à cause d'un AVC qu'il va avoir pendant l'opération. Le tigre n'avait pas l'intention de tuer Roy, ça se voyait. S'il voulait vraiment le tuer, alors il l'aurait fait en quelques secondes, et ne se serait pas amusé à le mutiler. Dans ce cas-là, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu besoin d'hôpital. Ce témoignage veut dire que Roy avait des bien plus grandes chances de mourir de cet événement que de s'en sortir. À l'époque, ce drame a beaucoup été médiatisé. Il y avait la masse de journaux qui en parlaient, et même des films ont été créés à propos de Siegfried et Roy. Un an plus tard, en 2004, la chaîne de télé Discovery Channel va diffuser une émission qui s'appelle Anatomie d'une morsure de tigre. Et dedans, on va voir l'exemple de Roy qui va être repris avec une reconstitution 3D de l'événement créé avec l'aide du témoignage du public. Car encore aujourd'hui, on n'a retrouvé aucun enregistrement connu de ce drame. Mais honnêtement, avec un tel public, vous pensez pas qu'on peut légitimement penser que au moins une personne aurait pu filmer le spectacle? Mais non, on n'a rien sur internet. Et pourtant, il y avait des caméras qui ont tout filmé et ça on le sait. C'est sûr que ces enregistrements existent, mais ceux qui les possèdent ont décidé de rien publier pour des raisons évidentes. On est dans les années 90 et à l'époque, la guerre contre les jeux vidéo fait rage. C'est le début de la 3D et donc du réalisme dans les jeux. C'est à cette période où le gouvernement américain va commencer à réglementer la vente de ces jeux, avec comme argument principal la violence qui impacterait les enfants. Et parmi les jeux qui étaient pointés du doigt, on avait Mortal Kombat ou encore Duke Nukem. Mais celui qui va nous intéresser, c'est Doom, un FPS en 3D avec un gameplay nerveux qui plonge le joueur dans un monde apocalyptique, et qui est aujourd'hui considéré comme l'une des licences phares de l'industrie. En 1994 sort la suite de ce jeu, Doom 2. Les joueurs vont se mettre à créer une quantité astronomique de cartes et les poster sur des forums. Ils sont connus pour leurs caractéristiques fichiers .wad et encore aujourd'hui, certains sont célèbres. Mais vous savez, quand on laisse autant de liberté dans un jeu vidéo, il y aura forcément des créations bizarres ou glauques. Et aujourd'hui, je crois qu'on tient l'un des exemples les plus marquants. Parmi toute la nouvelle vague de joueurs, 2 adolescents vont s'intéresser au jeu et vont se mettre à la création de cartes. Le premier est un certain Red Doomer, qui est connu dans la communauté très niche des modeurs de Doom, et le second était un ami de ce Red, mais surtout un joueur régulier et passionné du jeu. Leur vrai nom était Eric Harris et Dylan Klebold. Et si le nom de ces deux hommes ne vous dit peut-être rien, je vous laisse découvrir, ou sûrement vous rappeler de qui ils sont vraiment. Madame, monsieur, bonsoir. De nouveau, la violence dans les lycées américains. Une fusillade dans un lycée de Denver au Colorado a fait plusieurs morts parmi les élèves. Oui, Eric et Dylan sont les auteurs de Columbine. Une tuerie qui a fait 15 morts dans un lycée, un massacre qui a marqué l'histoire des États-Unis. En inspectant les affaires des adolescents, la police va retrouver du matériel pour faire des bombes, mais surtout un journal qui contient de nombreuses mentions de Doom. Le titre du journal s'appelle « 25 choses qui me rendent différent ». Et vous vous en doutez, mais la première rubrique parle de Doom. Mon amour pour un jeu vidéo appelé Doom. Doom occupe une place tellement importante dans ma vie et personne ne peut recréer les cartes de Doom aussi bien que moi. Je sais presque tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, donc je crois que c'est ce qui me distingue du reste des gens. Ce qui est assez terrifiant, c'est que de nombreuses personnes ont joué ou admiré le travail remarquable que faisait Eric sur le jeu. Et s'il n'avait pas choisi la voie de la fusillade, il est probable qu'il aurait réussi à faire de son talent quelque chose d'intéressant.
La communauté du jeu a logiquement effacé toute trace d'Eric sur leur site et sur leur forum, notamment ses créations et ses discussions. Le but c'était de dissocier la communauté Doom de cette tragédie afin de garder en crédibilité auprès des gens. Le FBI va aussi faire supprimer tous les sites où Harris hébergeait ses projets, qui vont pour la grande majorité être perdus. Certains étaient assez célèbres dans la communauté Doom comme Whiskey.wad, Tier.wad ou encore RealDoom.wad. Il s'avère que le dernier mode de cette liste faisait directement mention à Harris qui parlait du projet de fusillade qu'il va appeler A Real Doom. Après que des amis d'Eric aient été interrogés à propos de ces mêmes niveaux, certains auraient admis que l'adolescent avait créé des niveaux basés sur le lycée de Columbine, comme si les adolescents voulaient entre guillemets s'entraîner. Ce projet se serait appelé à la base CHS, comme le diminutif du lycée, puis serait devenu RealDoom.wad. Ces niveaux sont maintenant perdus à tout jamais, et même si de nombreuses copies du projet existent, toutes sont faites par des modeurs indépendants, et l'original ne sera probablement jamais retrouvé. RealDoom.wad est l'un des cas de lost media liés aux jeux vidéo les plus sombres, et fait partie de cette catégorie dont on ne souhaite pas forcément le retour. Jim Jones fonde en 1955 la secte du Temple du Peuple à Indianapolis. J'ai mentionné les événements de Johnstown dans ma dernière vidéo qui en parlait plus en détail. Mais cette fois, on va se concentrer sur un lost media. En 1974, alors que la secte est en pleine expansion, Jim Jones achète des terres au Guyana. Ces dernières vont servir de lieu d'établissement d'une communauté agricole qui sera appelée Johnstown. Le 1er août 1977, Jim y déménage avec l'ensemble des membres de sa secte et fuit les États-Unis où il a une mauvaise image, surtout à cause des abus physiques et moraux subis par ses fidèles. Le 18 novembre 1978, Leo Ryan, qui est un membre du Congrès américain, vient à Johnstown. Il est ici pour enquêter sur les sectes après avoir reçu plusieurs plaintes de la part de déserteurs. Alors qu'il s'apprête à quitter le camp pour rentrer aux États-Unis, Ryan est assassiné lors d'une fusillade à l'aéroport de Port Kaituma. 3 journalistes et une membre de la secte vont aussi mourir lors de l'attaque, et c'est après cet événement que Jim Jones va mettre en place son sordide plan. Le soir même, le chef de la secte force le suicide de 918 fidèles sur la place de Johnstown. La majorité ont été tués par empoisonnement au cyanure, et ceux encore en vie vont être abattus par balles, dont Jim Jones. 909 personnes vont mourir durant ce collectif, ce qui en fait le plus meurtrier de l'histoire. Et l'une des choses les plus horribles dans le drame de Johnstown, c'est que tout a été enregistré et filmé. Parmi tous ces enregistrements, certains ont été retrouvés, comme par exemple la cassette de la mort. C'est un enregistrement juste horrible, parce que on est en train de voir les gens boire le cyanure et mourir quoi. Mais il existe aussi des vidéos qui sont perdues à ce jour, et qui ne seront probablement jamais montrées. Seule la NBC possède les vidéos de l'assassinat de Leo Ryan, et également la vidéo des membres en train de mourir lentement à cause de l'empoisonnement. Les dirigeants de la chaîne ont eux-mêmes affirmé qu'ils avaient plus de 13 heures d'enregistrement vidéo des événements. Ces vidéos existent, mais il faudrait avoir une énorme curiosité morbide pour en vouloir l'accès. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Si vous avez des idées de vidéos ou alors des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, j'adore lire chacun de vos avis. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour bénéficier de l'offre exclusive avec une réduction de 83%. L'application protégera vos données et vous donnera un accès illimité à tout le contenu restreint en ligne. C'est sans risque, alors qu'attendez-vous? Sur ce, c'était Rubness, à bientôt.